Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les parlementaires ont finalement ajourné leurs travaux à la Chambre des communes pour la période estivale. En ce dernier jour de session, l'heure est donc au bilan à Ottawa. Alors que les députés ont pris la route des vacances, tout comme des milliers de Canadiens, c'est la crise des passeports qui a continué à défrayer la manchette. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes. Joël Denis, Althia, Catherine, bonsoir. 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 Alors, la crise des passeports se poursuit de plus belle au pays. Il y a des centaines de voyageurs qui ont dû camper à l'extérieur des bureaux de Passeport Canada dans l'espoir d'obtenir leurs documents de voyage. Plusieurs, on le sait, se sont retrouvés bredouilles, même s'ils ont fait la file pendant toute la nuit, et même des fois plus longtemps que ça. L'opposition à Ottawa dénonce la gestion de cette crise par le gouvernement Trudeau. Joël Denis, je vais commencer avec vous. Plusieurs joueurs de l'industrie touristique, notamment, disent que cette crise, elle était prévisible. À quel point c'est embarrassant ce qui se passe en ce moment pour le gouvernement Trudeau? En fait, c'est très embarrassant. C'est presque un œil au beurre noir. Et vous savez, la livraison d'un passeport, c'est un service essentiel que doit offrir un gouvernement à ses citoyens. Et ce qu'on a cru comprendre aussi au cours des dernières heures, c'est que le gouvernement Trudeau avait volontairement réduit le nombre de passeports qui étaient émis pendant la pandémie, justement pour dissuader les gens de voyager. Donc, il fallait prévoir un jour que les gens allaient demander des passeports avec la réouverture des frontières. Et visiblement, il n'y a pas eu assez de fonctionnaires ou d'employés pour suffire à la demande. Et on se retrouve aujourd'hui avec une crise qui est véritablement très embarrassante pour le gouvernement de Justin Trudeau. Oui, en plein début de l'été comme ça, c'est pas évident pour pas mal de voyageurs. Je poursuis avec l'inflation qui atteint des records au pays, 7,7 C'est la plus forte augmentation annuelle enregistrée au Canada depuis 1983, donc depuis près de 40 ans. Aux États-Unis, le président Biden a décidé d'octroyer une pause de taxe sur l'essence aux consommateurs. Le gouvernement Trudeau, on le sait, refuse de limiter. Catherine, est-ce que la ministre des Finances, Chrystia Freeland, finalement n'aura pas le choix d'aider davantage les Canadiens à lutter contre l'inflation à l'approche des vacances comme ça? Eh bien, si vous me demandez si le gouvernement canadien va suivre l'exemple de Joe Biden, la réponse est non. Ça a été très je sais que le ministre Jonathan Wilkinson l'a dit. Et la raison est bien simple. C'est parce que ça coûte très, très cher au coffre de l'État. On a vu quelques provinces couper les taxes sur l'essence, par exemple. Et à chaque fois, ça coûte des millions et des millions de dollars. J'avais fait le calcul avec un économiste, à savoir, si on coupait toutes les taxes fédérales pour l'essence, j'inclus là-dedans la TPS, la taxe sur l'essence, mais aussi le prix fédéral sur le carbone. Là, on parle d'environ 30 sous le litre. Si on coupait ça à l'ensemble du pays, là, ça coûterait environ 1 milliard de dollars par mois, Esther. Donc, c'est énorme et c'est la raison pourquoi je pense que le gouvernement fédéral ne suivra pas cette voie-là. Pour le reste, eh bien, on se fie finalement sur ce fameux discours de Chrystia Freeland la semaine dernière dans lequel elle a réitéré les promesses du gouvernement libéral pour combattre l'inflation. Oui, vous nous aviez parlé alors d'opération de relations publiques. Autre nouvelle importante cette semaine, on a appris que durant la commission d'enquête sur le massacre perpétré à Portapique en Nouvelle-Écosse, que la commissaire de la GRC, Brenda Luckie, aurait pressé des officiers à divulguer le type d'arme à feu qui avait été utilisée lors de cette fusillade, et ça pour faire avancer la législation du gouvernement libéral sur le contrôle des armes à feu. Le ministre Bill Blair a nié qu'il y avait eu de l'ingérence politique de son gouvernement. Mais Althia, à quel point cette affaire, c'est sérieux pour le gouvernement libéral? C'est très sérieux parce que les accusations qu'ils ont essayé de s'ingérer dans une enquête indépendante de la GRC pour, en fait, des raisons partisanes. C'est pas mal, presque aussi sérieux que ça pourrait être. Malheureusement pour les conservateurs qui ont vraiment pressé l'affaire cette semaine dans la Chambre des communes, il manque de temps pour vraiment avoir un débat d'urgence ou vraiment se rentrer dans le sujet. Par contre, ça ne me surprendrait pas du tout qu'il y a des comités, peut-être même plus qu'un, qui vont siéger cet été pour regarder l'affaire. C'est très, très sérieux. Oui, Joël Denis, juste pour conclure là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, la police est censée fonctionner de façon indépendante, surtout lorsqu'il y a une enquête aussi importante que celle à Portapique. Et ça met encore en lumière peut-être l'ingérence politique dans les dossiers judiciaires. Rappelez-vous de l'affaire SNC-Lavalin. C'était également une ingérence du politique dans une affaire judiciaire et ça a donné quoi?
ça a mené à une crise politique assez importante et la démission de 2 ministres. Donc, n'écartez pas qu'il y ait des retombées politiques assez importantes à la suite de ces révélations. Un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine, en cette dernière semaine de travaux, je devrais dire, c'est Hockey Canada, qui, comme on le sait, est éclaboussé par des allégations de viol collectif. La ministre Pascale Saint-Onge a finalement suspendu le financement de Hockey Canada. Catherine, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette affaire par la nouvelle ministre responsable, Pascale Saint-Onge? Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est son premier vrai test? Je pense que oui, et je pense que, bon, dans cette... avec ce premier vrai test, en fait, elle montre qu'elle est capable, finalement, d'adopter le bon ton, un ton qui était sobre. Écoutez, elle était en comité cette semaine. Elle a répondu aux questions de l'opposition avec professionnalisme, voilà, avec calme. Vraiment, je l'ai trouvée très, très bonne, en fait. Et écoutez, je pense que le but de la ministre dans cette affaire-là, c'était de ne pas faire les manchettes. Et elle a réussi, vraiment, on s'est concentré sur le problème et elle a répondu aux questions du mieux qu'elle pouvait. Et ultimement, c'était la chose à faire de suspendre le financement d'Hockey Canada, même si, encore une fois, ça fait quand même plusieurs années de tout ça, mais c'était la bonne chose à faire. Et on voit que Mme Saint-Onge, comme ministre, finalement, ne tombe pas dans la même catégorie que ses autres collègues, finalement, qui font les manchettes, là, à peu près à tous les jours et qui embarrasse le gouvernement. Oui, c'est un premier cas de gestion de crise pour elle. Maintenant, sur le bilan de cette session parlementaire, le projet de loi C11 sur la radiodiffusion a finalement été adopté cette semaine. Il y a d'autres projets de loi qui étaient attendus depuis longtemps, comme la réforme de la loi sur les langues officielles, qui vont être de retour à l'automne. Mais par-dessus tout, c'est une session qui a été marquée, il faut le dire, par l'entente entre le NPD et les libéraux. Althia, quel bilan vous faites de cette alliance entre les libéraux et les néo-démocrates? Est-ce que vous diriez que les deux partis y ont trouvé leur compte? Oui, je pense que les deux sont très contents de la manière que ça s'est arrangé. Je dirais même que peut-être les nouveaux démocrates nous ont un petit peu surpris par... leur désir de voir que même dans les comités, ils votent avec le gouvernement, alors contre les autres partis d'opposition, même pour des choses que franchement, on s'attendrait qu'ils votent avec l'opposition. Je pense aux documents, disons au comité qui regardait les documents de la Chine, là, si on se rappelle de l'enquête au Manitoba avec le congédiement de 2 scientifiques. Mm-hmm. Que les nouveaux démocrates avaient supporté au dernier Parlement, mais cette fois-ci, ils ont voté avec le gouvernement. Alors, c'est des petites choses comme ça qu'on dirait que le NPD semble peut-être même un peu enthousiaste de voter avec, je dirais, le leadership du parti du NPD. Semble vraiment vouloir pas causer de bosse, s'assurer que l'entente fonctionne d'une manière des fois peut-être un petit peu surprenante. Oui, ça c'est une nuance qui est importante en effet, Althia. Catherine, je le disais, il y a plusieurs projets de loi qui n'ont pas été adoptés. Quel bilan vous faites du travail du gouvernement pendant cette session parlementaire? Finalement, que c'est tout de même assez difficile qu'on reste quand même dans un gouvernement minoritaire et somme toute, je crois que le bilan législatif du gouvernement jusqu'à présent, parce que ça continue d'évoluer, eh bien, il est assez mince. Encore une fois, pour un gouvernement qui nous a plongé en élection l'automne dernier en nous disant qu'il était urgent d'adopter toutes sortes de réformes, qu'il fallait faire fonctionner le Parlement. Je crois pas que c'est un succès, ce qu'on a vu là vraiment certainement depuis ce temps-là dans la dernière session. On a adopté les mesures budgétaires de peine et de misère. Des projets de loi importants, en fait, se retrouvent là à être débattus cet automne. Alors vraiment, je pense que du côté des réalisations, là, je voyais le leader du gouvernement, Mark Holland, cette semaine, se vanter des réalisations du gouvernement. Franchement, je pense pas que c'est approprié. Je pense que plutôt on peut parler. Non, c'est pas tellement un succès. Là, voilà. Un bilan qui est mince. Joël Denis, on va terminer avec l'opposition officielle. Les conservateurs qui sont en pleine course au leadership. Les tensions, on le sait, sont vives au sein du parti en ce moment. Et c'est la chef par intérim, Candice Bergen, qui dirigeait les troupes cette session-ci. Qu'est-ce que vous avez pensé du travail de l'opposition officielle? Ça a été un travail honnête, compte tenu qu'il y a une course au leadership qui divise quand même les rangs du Parti conservateur, vous l'avez mentionné. Il y a eu quelques sujets qui ont été mis de l'avant, qui, je pense, revient dans les chaumières du pays, c'est-à-dire le coût de la vie, l'inflation, et aussi, comme Althia l'a mentionné récemment, la controverse entourant ce qui se passe en Nouvelle-Écosse avec l'enquête sur
la tuerie de Portapique. Donc, le Parti conservateur, je pense, tire un peu son épingle du jeu. C'est pas un grand succès parce qu'on voit pas que ça bouge dans les intentions de vote, mais je vous dirais, Esther, surveillez ceci. En septembre, il y aura un nouveau chef. La dynamique sera totalement différente. On peut s'attendre à ce qu'il y ait encore plus d'agressivité à la Chambre des communes avec l'arrivée potentielle, comme tout le monde le pense, de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur. Donc, ça va changer véritablement la dynamique cet automne. Alors, comme vous dites, la suite au mois de septembre, à la reprise des travaux au Parlement, il va y avoir un nouveau chef pour les conservateurs, en effet. Joël Denis, Althia et Catherine, je veux vraiment, sincèrement vous remercier d'avoir partagé vos lumières avec nous de semaine en semaine pendant cette session parlementaire. Vous nous avez aidé à mieux comprendre l'actualité. Vraiment, merci beaucoup. Bon été à vous tous et toutes. Et je vous dis à la prochaine session. Merci beaucoup. Merci Esther. À la prochaine. Au revoir. Pour l'opposition officielle aux communes, cette session qui se termine a été riche en rebondissements, c'est le moins qu'on puisse dire. Les troupes conservatrices se sont retrouvées plongées en pleine course au leadership après que le chef Erin O'Toole se soit fait montrer la porte au mois de février. J'ai fait le bilan avec Luc Berthold, chef adjoint du Parti conservateur. Luc Berthold, bonsoir. Bonsoir. J'en parlais il y a un instant avec nos journalistes. La session parlementaire a été marquée par la course à la direction du Parti conservateur. Ça a causé beaucoup de tensions au sein de vos troupes. On peut penser notamment aux déclarations du candidat Pierre Poilievre sur le congédiement du gouverneur de la Banque du Canada. Ça a pris beaucoup de place, faut le dire, sur l'échiquier politique. Est-ce que vous avez le sentiment, en cette fin de session parlementaire, que ça a été une distraction qui a nui à votre travail d'opposition officielle? Non, pas du tout, pas du tout. Une course au leadership, dans une course au leadership, il faut que des opinions s'expriment et c'est ce qui s'est fait pendant toute la session. Et moi, franchement, quand je regarde les résultats, on commence pas les sondages, mais je suis quand même content de voir que dans les sondages, les gens ont apprécié le travail de l'opposition conservatrice à Ottawa, puisque les derniers chiffres démontrent que le Parti conservateur est en avance. Donc, effectivement, il y a pas la course au leadership a intéressé beaucoup de gens. On a fait signer 600 000 membres, une première dans l'histoire canadienne. Donc, le leadership s'est déroulé. Les candidats a suscité beaucoup d'intérêt. On est très, très heureux de cela. Et de notre côté, à la Chambre des communes, l'équipe des députés, l'équipe de direction actuelle, on a réussi à faire en sorte que le gouvernement soit tenu responsable de ses gestes pendant toute cette session-là. Je vous rappelle que le gouvernement était en retard dans à peu près toutes les décisions. Et on est très, très fiers du travail qui a été accompli par l'équipe de députés pendant cette période. Donc, une course au leadership qui ne vous a pas empêché de faire votre travail. Après les dernières élections générales, on le sait, vous avez été propulsé comme chef adjoint du Parti conservateur à la suite du départ de Erin O'Toole. Quel bilan vous faites de votre travail à vous durant la dernière session? Je pense que on a travaillé en équipe, tout le monde, sous la direction de Candice Bergen, qui a fait un excellent travail comme chef du Parti conservateur et comme chef de l'opposition officielle. On a écouté nos collègues, on a travaillé ensemble, les gens ont posé des bonnes questions. Le travail qu'on a fait était, et je pense que les gens l'ont vu, c'était de garder une opposition forte à Justin Trudeau pendant que les candidats à la chefferie, eux, faisaient leur travail sur le terrain puis tentaient de convaincre le plus de gens possible de les appuyer. Et franchement, je dois dire que je suis très, très, très content du travail qu'on a réussi à faire en équipe. On est un caucus qui a été uni. Vous n'avez pas vu de grands éclat, de diversion, absolument rien de ça s'est produit, alors qu'on en avait prédit beaucoup au début quand on avait commencé le mandat avec Mme Bergen, mais c'était tout le contraire. Donc, pour ça, je pense qu'on est très, très fiers du travail qu'on a accompli sur la colline parlementaire. C'est une session parlementaire qui a aussi été marquée, évidemment, par l'entente entre les troupes libérales et les néo-démocrates pour assurer donc la survie du gouvernement Trudeau. Ça vous a quand même un peu coupé l'herbe sous le pied, les conservateurs. Quel a été l'impact de cette entente-là sur votre travail aux communes? Je pense, l'impact a été encore plus marqué pour les Canadiens et Canadiennes qui, maintenant, n'ont pratiquement plus le droit de s'opposer au gouvernement libéral en vertu de cette entente-là, parce que, effectivement, à chaque fois qu'il y a des votes de confiance, à chaque fois qu'il y a des décisions importantes qui sont prises, le NPD ferme les yeux et appuie le gouvernement libéral sans se soucier des conséquences sur les Canadiens et Canadiennes. C'est sûr qu'on fait face comme gouvernement majoritaire à cause de cette coalition-là, coalition dont on n'a pas eu la chance de voir les détails, de voir les écrits, de voir quels sont les termes de cette entente-là. Tout ce qu'on sait,
c'est que le NPD a accepté de se boucher le nez, de fermer les yeux pour les 3 prochaines années, d'appuyer le gouvernement libéral, qu'importe les décisions qu'ils vont prendre. Et c'est ça qui est vraiment grave. Oui, je vous pose la question parce que l'un de vos combats principaux pendant la session, c'était la lutte à la hausse du coût de la vie. On sait, on assiste à la plus forte hausse de l'inflation en 40 ans au pays. À la Chambre des communes, les conservateurs, vous avez demandé un allègement fiscal en levant la TPS sur le carburant et en suspendant la taxe sur le carbone. Le gouvernement Trudeau vous a offert une fin de non-recevoir. Est-ce que vous avez donc le sentiment de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir eu de force de frappe comme opposition officielle? Vous savez, les libéraux et le NPD sont contents quand les prix de l'essence sont élevés. Ils l'ont déclaré à plusieurs reprises. Et ça, malgré le fait que la situation a vraiment changé au cours des dernières semaines et des derniers mois avec la hausse du coût de la vie. Tout coûte plus cher. Les familles n'arrivent pas à se payer une épicerie convenable à chaque mois parce que le coût de l'épicerie a encore augmenté de 10 le mois dernier. Donc, c'est le temps, je pense, pour les libéraux et le NPD de revoir leurs priorités et de donner une pause aux Canadiens. Parce que si on donne une pause sur le prix de l'essence, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui va souffler un petit peu parce que, vous savez, oui, on paye de l'essence à la pompe, mais ça prend de l'essence pour transporter la nourriture, ça prend de l'essence et du pétrole pour fabriquer plein de choses. Donc, si on enlève des taxes, on aurait permis aux Canadiens de souffler un peu. Mais encore une fois, pour le NPD, ça semble pas important parce qu'ils ont décidé d'appuyer, encore une fois, le gouvernement quand on a proposé faire une motion en Chambre de réduire le prix de la taxe sur l'essence. C'est dommage, mais c'est pas l'opposition qui est punie par ça, Mme Bégin, c'est l'ensemble des Canadiens. Toujours sur le bilan de cette session, on sait que le projet de loi C11 sur la modernisation de la loi sur la radiodiffusion a finalement été adopté. C'est un projet de loi qui était attendu depuis longtemps par l'industrie culturelle au Québec, entre autres. Au Parti conservateur, vous souhaitiez plus de débats sur C11. Est-ce que quand même, c'était pas le temps d'en arriver à une conclusion pour venir en aide au secteur culturel au Québec avec ce projet de loi C11? Le problème dans C11, et on l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est qu'on donne un pouvoir au CRTC de mettre des règlements sur les créateurs de contenu. Et Internet, c'est ça aujourd'hui, c'est la créativité qui se manifeste de différentes façons, pas uniquement par les grands radiodiffuseurs. Donc, ce qu'on demandait au gouvernement, c'est d'enlever un petit article qui aurait retiré ça au CRTC. Puis on pense que les Canadiens, puis on a beaucoup de générateurs de contenu, des gens comme vous et moi qui gagnent un peu de sous avec justement ce qu'ils produisent comme contenu, qui nous ont demandé d'aller jusqu'au bout. Ce qu'on a demandé, ce qu'on a offert au gouvernement, c'est de permettre à un comité parlementaire de continuer à écouter ces gens-là, de se promener au pays pour entendre des gens qui n'ont pas eu le temps ni les moyens de venir à Ottawa pour exprimer leur point de vue. Malheureusement, encore une fois, le gouvernement a utilisé son vote prépondérant et forcer le NPD à faire adopter cette loi-là rapidement. Mais on pense que les Canadiens avaient le droit de se faire entendre encore là-dessus. Bon, je veux vous entendre. Le temps file, M. Berthold, sur la crise des passeports, des voyageurs qui font la file pendant des dizaines d'heures. Des fois plus, pendant des nuits pour obtenir leur passeport. Parfois, ils se retrouvent quand même bredouilles. L'opposition à Ottawa dénonce la gestion de cette crise par le gouvernement. Est-ce que vous recevez beaucoup d'appels de citoyens dans votre circonscription qui ont des problèmes pour obtenir leur passeport? Comment ça se passe sur le terrain? Sur le terrain, ça fait des semaines qu'on voit venir la crise. Parce que avant que la crise ne se manifeste devant l'édifice Guy Favreau à Montréal et devant les bureaux de passeport, on commençait à recevoir des appels de citoyens qui nous disaient j'ai envoyé mes documents en mars, le paiement est passé dans mon compte en mai et j'ai toujours pas reçu mon passeport. J'ai un cas justement d'un citoyen qui vient tout juste d'avoir son passeport parce qu'il s'est déplacé, il part aujourd'hui, il l'a reçu hier. Mais donc, le temps file, je veux juste savoir qu'est-ce que vous auriez fait, les conservateurs, pour régler le problème, pour résoudre la crise des passeports en quelques secondes? On se serait jamais rendu là, Mme Bégin. C'est incroyable comment ce gouvernement-là est incapable de gérer le moindre service direct aux citoyens. C'est le capharnaüm au passeport, mais c'est le capharnaüm dans tous les services directs. Qu'on parle d'assurance-emploi, qu'on parle de l'Agence du revenu, qu'on parle de l'émission des visas. Ce gouvernement-là est incapable de livrer la marchandise. Et tout ça, c'est à cause des décisions qu'il a prises depuis 2 ans, qui a fait en sorte que les gens n'ont pas été capables
de voir venir les crises. On les a pas prévues. Et malheureusement, c'est l'image de ce gouvernement-là et c'est l'image que les gens vont regarder du gouvernement après cette session. Luc Berthold, merci beaucoup pour ce bilan de fin de session et on vous souhaite une bonne saison estivale. Merci. Merci. À vous de même, à toute votre équipe. Au revoir. Cette dernière session parlementaire a aussi été marquée par l'entente entre les libéraux et les néo-démocrates survenue au mois de mars pour assurer la survie du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau. J'en ai discuté avec le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir, M. Boulris. Bonsoir, Mme Bégin. Cette entente entre vous, les néo-démocrates et le gouvernement libéral, elle a été annoncée le 22 mars dernier. 3 mois plus tard, est-ce que vous êtes satisfait au NPD de cette entente? Jusqu'ici, les choses vont rondement. On est capable de faire avancer des dossiers importants pour nous, comme augmenter de 500 $ l'aide médicale, l'aide au loyer pour les plus démunis, changer la définition de logement abordable. Ça fait une grosse différence de plusieurs centaines de dollars pour les prochains projets qui vont avoir de construction de logements. Puis également, le début de la mise sur pied des soins dentaires pour les enfants de moins de 12 ans dès la fin de l'année. Bon, donc il y a eu des résultats tangibles, selon ce que vous nous dites. Parlons justement de l'assurance dentaire pour les Canadiens moins bien nantis, parce que c'était une de vos demandes principales au NPD. Le premier ministre Trudeau, vous avez promis d'avancer dès la première année pour les enfants de familles à faible revenu. C'en est où, justement? Vous savez, quand on a fait l'entente, premièrement, on avait une entente écrite, les gens peuvent aller la voir. Puis en plus, on a des mécanismes de vigilance, de surveillance, puis du suivi de l'entente avec des députés des deux partis qui se rencontrent au moins une fois par semaine. Et sur les soins dentaires pour cette année, c'est les enfants de moins de 12 ans qui sont visés comme première étape. Ça sera les adolescents l'année prochaine. Mais on regarde en ce moment d'utiliser des programmes existants de remboursement de frais de soins dentaires qui existent pour certaines communautés autochtones et s'en inspirer pour faire la même chose avec la population en général des personnes les plus démunies puis de la classe moyenne. Bon, si jamais ça se concrétise pas finalement, cette assurance dentaire, si jamais en fait le gouvernement livre pas la marchandise dans les délais que vous demandez, est-ce que ça pourrait mettre en péril l'entente? Oui, totalement, Mme Bégin. Vous savez, c'est pas un chèque en blanc qu'on a signé jusqu'en 2025. Nous, on a écouté les gens, les Québécois, les Québécoises, les Canadiens. Les gens nous ont dit retournez à Ottawa, allez travailler, trouver des solutions pour les problèmes qui nous affectent dans notre vie quotidienne, améliorer notre qualité de vie. Et là, c'est pour ça qu'on a mis de l'avant des priorités de programmes sociaux, soins dentaires, assurance médicaments, logement, puis logement autochtone également. Si les choses n'avancent pas, si ça se réalise pas, si les libéraux se traînent les pieds ou font pas ce qui est dans l'entente, il n'y en a plus d'entente, c'est terminé, puis on négociera à la pièce. Mais on voulait essayer quelque chose de nouveau, on a innové, puis on essaie de voir si ça peut bien fonctionner dans l'intérêt des gens. C'est pour ça qu'on est là. Oui, on va voir justement si ça va durer jusqu'en 2025. Je veux vous parler, Alexandre Boulris, d'inflation, parce qu'on apprenait cette semaine que le coût de la vie a encore augmenté au mois de mai. L'inflation s'est fixée à 7,7 %. Vous, les néo-démocrates, vous avez souvent interpellé le gouvernement pendant la session pour qu'il en fasse plus pour aider les Canadiens à faire face justement à l'augmentation du coût de la vie. Qu'est-ce que vous auriez fait de plus au NPD au cours de la dernière session parlementaire? Oui, puis c'est sûr qu'il faut bien spécifier aux gens que l'entente qu'on a, c'est sur certains points. C'est un plancher, c'est pas un plafond. Ça ne nous empêche pas de jouer notre rôle d'opposition pour proposer d'autres choses, pour pousser les libéraux à faire mieux, et notamment en environnement. Mais là, si on parle du coût de la vie, on a des propositions concrètes. Il y a les banques, les compagnies d'assurance, les pétrolières font des profits records phénoménaux. Et on pense qu'on peut avoir un impôt temporaire sur ces profits excessifs et prendre cet argent-là. Et on a 2 mesures que Jack Meat et l'équipe du NPD ont mis de l'avant. Doubler le crédit d'impôt pour la TPS et augmenter la prestation fiscale pour enfants. Ça donnerait une pause, un répit un petit peu à tout le monde et ça ferait énormément de bien aux gens qui ont de la difficulté à payer leur épicerie ou mettre de l'essence dans leur voiture en ce moment. Oui, mais ça a été une fin de non-recevoir par le gouvernement? Écoutez, on continue à marteler que c'est la solution qui est la plus rapide, la plus avantageuse, puis la plus juste fiscalement également. Et si les libéraux sont prêts à travailler avec nous, puis sont ouverts, je pense qu'ils vont peut-être comprendre le gros bon sens, mais nous, on lâchera pas le morceau pour leur dire qu'il faut vraiment agir. Puis ce qu'ils font, ce qu'ils proposent en ce moment est nettement insuffisant. Les gens en arrachent là, sur le terrain. Oui, parce que, vous êtes député de la circonscription de Rosemont-la-Petite-Patrie sur l'île de Montréal. C'est un comté qui est réputé pour ses jeunes familles de la classe moyenne. Qu'est-ce qui fait le plus mal avec l'inflation chez vos électeurs? Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain?
Vraiment, le panier d'épicerie a augmenté, a explosé. C'est assez phénoménal. C'est pas nécessairement, moi, une circonscription où les gens ont beaucoup d'automobiles. C'est plutôt du transport actif ou transport en commun. Alors, c'est vraiment le panier d'épicerie qui fait mal. L'autre enjeu qui, depuis un certain temps, est là, qui est très préoccupant, c'est la hausse du prix des loyers, les rénovictions, l'utilisation des loyers pour faire des Airbnb. Et là, les gens ont peur qu'avec la hausse du taux d'intérêt, ils vont peut-être avoir de la difficulté à payer leur hypothèque et devoir vendre leur maison. Alors, c'est vraiment l'accessibilité au logement, qu'on soit locataire ou propriétaire, c'est ça qu'on entend souvent. Oui, et c'est des dossiers que vous allez faire avancer à la reprise des travaux? Oui, évidemment, la question du logement va demeurer prioritaire pour nous. Puis les gens de ma circonscription, aussi, sont très déçus du gouvernement libéral en ce qui concerne l'environnement puis l'urgence climatique. Alors, c'est vraiment un dossier sur lequel on va continuer à travailler, moi puis l'ensemble du NPD. Je vais terminer sur les bons coups du gouvernement maintenant relativement à la guerre en Ukraine qui a été lancée le 24 février dernier. On sait que le Canada a été un des premiers à dénoncer le régime de Vladimir Poutine et à imposer des sanctions contre la Russie. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du gouvernement canadien à la guerre en Ukraine? Sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan du message puis de la symbolique, c'était excellent. Tout était là. Je pense qu'il fallait rapidement se ranger du côté d'une Ukraine démocratique et libre et dénoncer une agression là vraiment barbare de la part de la Russie de Vladimir Poutine. En ce qui concerne les sanctions, c'est pas encore clair qu'est-ce qui est appliqué exactement, quels biens ont été saisis ou gelés. Le gouvernement a tendance à répondre, c'est aux banques et aux compagnies comme bons citoyens à faire leur part. On dirait qu'il y a personne au gouvernement qui est vraiment en charge de ça, donc on est un peu inquiet de l'effet concret des sanctions économiques. On en parle, mais on ne sait pas si ça existe pour vrai. Oui. Évidemment, on va continuer à suivre ce dossier au cours de l'été, guerre qui entre dans son 5e mois. Alexandre Boulris, je rappelle que vous êtes chef adjoint du NPD. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle saison estivale. Au revoir. Merci, à vous aussi. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 23 juin, dernier jour de cette session sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.